Bonjour et bienvenue à Qu'en pensez-vous, votre émission d'actualité. C'est le grand retour. On démarre notre saison 2021-2022 et on démarre ça en grand avec le grand retour de Joanie Riendo. Bonjour Joanie. Bonjour Pierre, je suis contente de te revoir pour encore une nouvelle année. Ben oui, t'es bien belle avec ta petite robe soleil. On dirait que t'as bien aimé ton été. J'ai adoré mon été. On a profité du Québec étant donné la situation. Mais c'est aussi, je me suis dit, c'était une occasion aujourd'hui, dans les dernières journées chaudes, de m'habiller plus léger afin de démarrer cette belle saison. Ah, bien content de te retrouver. Moi aussi. Là, on a un peu de rattrapage à faire. Il s'est passé beaucoup de choses. Dont, entre autres, il faut en parler, campagne électorale au fédéral. Justin Trudeau a lancé, déclenché les élections, en fait. Et là, on est déjà dans les dernières semaines. Le vote aura lieu lundi prochain. Faisons un petit bilan de campagne par parti et aussi pour la région. Là, on peut regarder comment tu as trouvé ton analyse, en fait, là, des différents partis. Commençons par le Parti libéral, parti sortant. On va leur donner cet honneur, si tu veux. Donc, comment tu qualifies la campagne des libéraux en ce moment et comment tu trouves la campagne des candidats libéraux dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean? Bien, principalement, je peux surtout parler du secteur de Lac-Saint-Jean avec la candidate Marjolaine, qui me parle quand même assez fort. Dès qu'on a commencé à voir les candidatures, Marjolaine a été choisie, oui, pour ses compétences, mais surtout parce que c'est une personne autochtone. On en parle souvent, là, on manque de femmes, puis on veut plus de femmes, puis plus de diversité, donc... Oui, mais lorsqu'on met l'appui sur cet élément-là, plus que sa compétence, j'ai un malaise. Ah oui, je comprends. J'ai un malaise parce que c'est une femme quand même très compétente qui a fait une vie politique avant la vie politique fédérale. Puis oui, mais est-ce que c'est elle qui va apporter le plus de votes parce qu'elle est autochtone ou parce qu'elle est compétente? Ouais, c'est une question. Tu as l'impression qu'on a tablé sur le fait de son origine autochtone. Oui, alors que pour les citoyens qu'elle va représenter, tu n'as pas besoin de le dire. Les gens ici le savent. Donc, est-ce que ça a été un argument de vente pour les libéraux à travers le Québec ou à travers le Canada de dire Marjolaine est issue d'une communauté autochtone ou c'est vraiment pour ses compétences, puis, by the way, elle est autochtone. C'est ça. Ouais. Donc, dans le message qui a été fait en début de campagne, on a beaucoup tablé là-dessus, mais je suis bien heureuse qu'au cours de la campagne, au niveau des libéraux, ça allait diminuer. On a vraiment beaucoup plus travaillé sur la réalité du terrain, mais j'ai tellement l'impression que tout au long de la campagne, Justin Trudeau a parlé des sujets tout en étant déconnecté d'une certaine réalité. Par exemple, lorsqu'on fait des promesses de rajouter des offres d'emploi, mais on est en pénurie de main-d'œuvre. C'est pas plus d'emplois. Mais je sais que toutes les partis. Les conservateurs aussi qui ont promis 1 million d'emplois. Mais c'est ça, mais toutes les partis ont fait ça, mais c'est là que je me dis, le seul parti que moi j'ai vu qui n'était pas déconnecté, qui n'a pas clairement expliqué ça, il y a le NPD puis le Bloc québécois. Mais ils l'ont pas clairement exprimé, on va réduire le nombre d'emplois. C'est on va aider les employeurs à trouver des solutions à la rareté de main-d'œuvre. Donc, c'est comme souligné d'un autre côté. Mais le Parti libéral, je dois te dire, je n'ai pas tant suivi leur campagne. Je n'ai pas de... Bien, sur le fait de déclencher les élections quand on n'en avait pas besoin, période de pandémie, c'est revenu souvent. Ensuite, il y a des enjeux très clairs là, sur la vaccination en crise du COVID. Je pense que leur plateforme est assez claire là-dessus. La problématique que j'ai, moi, souvent avec les libéraux, c'est que, ils ont l'usure du pouvoir dans le sens qu'ils ont fait des promesses. Mm-hmm. Là, on réalise qu'il n'y a pas tant d'affaires qui ont été... Il y a beaucoup de choses, en fait, des promesses qui n'ont pas été tenues. Puis, tu sais, un parti politique, quand ça n'a rien de concret à nous proposer, ça met des cibles. Puis j'ai l'impression qu'on est beaucoup là-dedans. T'sais, on veut faire ça, mais... J'ai l'impression qu'on manque un peu de volonté politique, je ne sais pas. Bien, il y a beaucoup de promesses qui ont été faites par le Parti libéral au cours de cette campagne-là qui me rendent mal à l'aise aussi. Par exemple, on va améliorer les conditions dans les CHSLD. Donc, tu vas t'impliquer dans les compétences provinciales. Oui. On s'entend. Déjà, à la base, c'est problématique. On va promettre des choses pour les communautés autochtones. Mais on les a déjà promis, en fait. On les a déjà promis, mais on les a pas agi. Ils en ont fait une partie, entre autres pour l'eau potable, mais... Mon Dieu, je pense que pour les communautés autochtones, il n'y a pas juste l'eau potable à faire, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en branle. Énormément, même qu'il y a beaucoup de rapports qui sont partis depuis leurs premières élections. Il y a beaucoup de rapports, le rapport conciliation, et il n'y a pas eu d'événement, même que c'est passé sous le tapis. Je vous donne comme défi, présentement, qui est le ministre des Affaires autochtones au fédéral? Qui le sait?
Lui, il le sait. Oui, mais je veux dire, c'est quand même un dossier chaud au niveau de notre politique. Puis, on n'a pas mis ça de l'avant. Je ne sais pas qui est le nouveau ministre des Affaires autochtones au fédéral. Et c'est quelque chose qui me touche. Donc, il faudrait commencer par réformer la triste loi sur les Indiens. Donc, c'est quelque chose qu'au niveau, il apporte quelque chose de très lourd. Je sais que lancer la campagne était le but d'augmenter sa capacité de pouvoir. Il visait un gouvernement majoritaire. Là, si ce n'est pas un gouvernement majoritaire, au moins avoir plus de sièges, avoir plus de pouvoir peut-être, oui, mais ils se sont tirés dans le pied solide. Oui, ça me fait penser beaucoup à la campagne de Mme Marois quand elle a déclenché l'élection dans son gouvernement minoritaire. Dans les sondages, ça paraissait bien, puis finalement, c'est un désastre. Puis j'ai l'impression que Justin Trudeau pensait que ça allait être facile. Il est arrivé... J'avais l'impression qu'au début, le plan n'était pas clair. Puis à un moment donné, il s'est mis en branle. Là. Je sais pas. OK, après ça, parlons du Bloc québécois, parce que le député sortant ici, Alexis Brunel-Duceppe, était du Bloc québécois dans le comté Lac-Saint-Jean. Comment tu qualifies la campagne du Bloc et puis Son chef a fait quelques bourdes. Ouais. Dont une, par exemple, lorsqu'il a parlé que le troisième lien à Québec était une solution qui pouvait être potentiellement écologique. Ben ça, je pense qu'il l'a compris. Hein, il n'est pas revenu avec ça beaucoup. Non, mais on voit aussi qu'il est mal à l'aise avec certaines réponses des journalistes. Vous allez voir qu'au cours de la campagne, dans les dernières semaines, soit il initiait des questions, soit il répondait autrement à une question pour qu'à la caméra, ça paraisse bien. Donc, je me demande à quel point il est à l'aise dans l'ensemble de ces débats, dans l'ensemble de ces dossiers, parce qu'au contraire, au lieu de répondre à des questions qui peuvent être plus touchées, soit il les évite, soit il répond autrement, ou soit il initie une question qui est plus avantageuse pour lui. Donc, au niveau communicationnel, ça cache quelque chose. Mais ouais, mais tu vois, moi, j'ai l'analyse inverse. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, mais moi, je trouve que c'est lui qui réussit le mieux, parce que c'est un exercice de communication publique, une campagne électorale. Moi, je trouve qu'il réussit bien, il maîtrise bien la langue, les formules punch. Bon, il y en a qui vont le trouver arrogant, mais il y en a qui vont être fiers de ça. Moi, je le trouve pas arrogant. Je le trouve habile au niveau des communications. Donc, je dis pas qu'il fait une mauvaise campagne. Au contraire, il fait une excellente campagne. Il est clair dans ses demandes et il s'oppose aux autres candidats. Aux autres partis. Donc, il fait une bonne campagne. Mais lorsqu'on est aussi habile en communication, il faut se poser des questions. Qu'est-ce que ça cache? Parce qu'il y a des questions qui évitent. Il y a des questions que j'invite les gens à se dire qu'est-ce que cette réponse cache en arrière. Mais ça, il faut se le dire pour tous les politiciens. Mais pour moi, qui est étudiant en communication, c'est encore plus flagrant à quel point Yves-François Blanchette a un talent pour mettre les médias de son bord. Contrôler l'information. Donc, je ne dis pas contrôler l'information. Contrôle le débat, tu sais. Contrôler le débat, oui. Mettre le focus sur certains points, parce que, par exemple, le débat en anglais avec la première question sur la loi 21, il n'y avait pas de scandale pendant le débat, mais il a tellement retourné ça de son côté dans les 24 heures suivantes que c'est très habile au niveau des communications. Puis les communications, on ne se cachera pas, en politique, c'est une grosse partie du pouvoir. Oui, ça l'a aidé, mais sauf moi, j'y donne raison. Là, quand on regarde le libellé de la question, c'est pas une question, c'est une affirmation. Oui. Et deux, on ne peut pas juger si la loi 21 elle était anticonstitutionnelle. On ne pourra pas, tant que ça ne passera pas à la Cour suprême. Là, après ça, on pourra discuter, mais en ce moment, je trouve que c'est un peu un débat stérile. Oui, c'est un débat stérile, mais le fait que ce soit un débat stérile, je pense que cet homme très intelligent le savait. Mais de mettre le focus sur à quel point la question a pu être stigmatisante, discriminante envers les Québécois, il l'a fait jouer à son avantage. Oui, là, on a vu les chefs des conservateurs, des libéraux défendre le lendemain parce qu'ils ne voulaient pas faire ça devant l'électorat qui écoutait le débat en anglais. Ça aussi, c'était un peu tordu. Mais c'est bien joué, en fait. C'est très bien joué de sa part. Mais au point où ça nuit à ses candidats ou à ses électeurs potentiels dans les autres communautés de la francophonie à travers le Canada. Parce qu'il y a une grosse défense du Québec dans ses communications présentement. Ah oui, non, mais il y a deux pas, deux mesures. Lui, il défend le Québec, puis le reste, il en a un peu rien à foutre. Puis c'est le mandat qu'il y a aussi, là. Mais c'est pour ça. Il dit des choses, puis si on faisait l'application inverse, on serait surpris. Là. Donc, c'est intéressant à regarder aller. Mais le programme du Bloc est quand même assez intéressant, mais moi, j'ai quand même un intérêt pour le programme du NPD. Allons-y avec le NPD dans la région, ainsi que la campagne de M. Singh. M. Singh, au niveau communicationnel, c'est le seul à avoir un compte TikTok.
Ouais, Donc, on a Facebook, on a Twitter, on a Instagram, mais TikTok, c'est le seul. Donc, on sait... Il y a même une île sur, je sais pas, Adventure Crossing, là, Animal Crossing. Ouais. Là, il s'est fait... Mais c'est vraiment, on voit quelle clientèle ils cherchent, quels citoyens ils cherchent à atteindre. Donc, c'est déjà très intéressant. Puis, on voit beaucoup d'interactions, mais beaucoup aussi d'accessibilité. On peut carrément y poser des questions, puis il répond. Il répond vraiment, là. C'est pas à moitié, c'est pas celle qui l'avantage, il y répond. Donc, on voit que le programme est un peu trop... tout est gratuit pour moi. Alors qu'il y a quand même une réalité économique à laquelle faire face. Il y a des décisions qui sont difficiles. Donc, moi, j'ai plus l'impression qu'on voit des licornes un peu partout, puis que c'est dur de mettre dans son programme des choses qui vont moins faire plaisir. Donc, par exemple, si tu dis que la santé... Ils n'ont jamais été au pouvoir aussi. Hein, ils n'ont jamais été au pouvoir, oui. Un parti de l'opposition... Je pense qu'en ayant été un parti de l'opposition, ils ont pu voir aussi la réalité, mais ça ne se transmet pas dans leur programme présentement. Mais je trouve que, en tant que... j'ai bien aimé une phrase d'une des candidates du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a fait, dans un des débats, un débat organisé par Le Quotidien puis Radio-Canada, et elle a dit, et j'ai adoré son image, elle a dit « Le NPD... » On n'a pas... je vais essayer de trouver les phrases exactes, mais le contenu, l'image de base, c'est... On n'a pas besoin d'être beaucoup à l'opposition pour être la bibite gossante lorsqu'il y a un projet. D'être le moustique, est-ce que c'est assez écologique? Donc, ça donne un impact. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de candidats pour avoir un impact sur les projets. Si c'est un gouvernement minoritaire. Donc, c'est ça qui est intéressant parce que je vois pas une présentation « on va être au pouvoir ». Oui, Jack Metzing il peut pas dire le contraire. Il veut être au pouvoir. Mais moi, pour une campagne régionale ou locale, je vais avoir beaucoup plus de confiance. Au lieu d'entendre des candidats, il faut que vous votiez pour le parti qui va être au pouvoir. Bien là, moi, j'ai vraiment l'impression de parler à une candidate qui veut parler pour la région dans son parti, mais qui veut avoir un impact sur le territoire. Parce que ça, c'est une des difficultés qu'on a au Québec et au Canada dans nos élections. Est-ce qu'on vote pour le candidat local ou pour le programme? Techniquement, notre système électoral fait qu'on devrait voter pour le meilleur candidat dans notre comté. Mais la réalité, c'est qu'on fait des campagnes de chefs puis de partis, donc la majeure partie des gens votent pour le chef et non pas... Donc, c'est exprès pour ça que j'ai adoré. Moi, elle n'est pas sur mon compte, dans le comté où je vais voter. Mais j'ai adoré son... là, j'ai fait « OK, cette personne-là est faite pour le local. Elle ne parle pas pour son chef, elle parle pour les impacts. » Puis à quel point qu'elle, même si c'est dans un parti qui est minoritaire, elle, son rôle, c'est d'être la bibite gossante pour faire respecter ses valeurs puis respecter les citoyens de sa communauté. Moi, je fais... C'est ça que je veux d'un député. Oui, mais j'ai écouté beaucoup les débats régionaux, les débats nationaux. Moi, je suis plutôt ouvert aux idées socialistes, là, on ne se mentira pas. Mais je trouvais que dans le national, M. Singh passait trop de temps à tenter de dénigrer les autres plutôt que de faire valoir son programme. Ce que, dans les débats régionaux, j'ai l'impression que les candidats ont mieux réussi. Bien, c'est peut-être ça leur stratégie aussi. Peut-être. Moi, j'ai l'impression que c'est le seul à avoir eu cette stratégie-là. Parce que là, dans le fond, Jack Metzing est plus en défense contre les autres partis, alors ça donne une chance aux candidats d'appuyer leur projet. Donc, au lieu de voir le parti comme c'est un chef, bien, tu vois plus la puissance comme un parti. Les candidats ont des projets et on les met de l'avant. Ça donne beaucoup plus de place aux candidats pour parler des impacts locaux que sur le projet national. Donc, moi, je trouve ça intéressant de le voir sous cet angle-là. Puis c'est une bonne stratégie originale qui n'a jamais été faite, à ma connaissance, dans le passé, sauf pour le Parti Rhinocéros. Oui, on se rendra pas là. Les conservateurs, maintenant, comment tu qualifies la campagne conservatrice? Ça a parti bizarre. Ça l'a parti bizarre. On voit qu'il y a quand même une remontée. Non, mais il a un plan avec des détails. Ah oui, un plan. Il a un plan. Avec des détails. Avec des détails. Il a un plan. Mais c'est quoi son plan? Avec des détails. Ah oui, c'est ça. On dirait qu'il ne peut jamais répondre aux questions. Puis il y a tout le temps une ambiguïté. Tu sais, oui, on va travailler pour l'environnement, mais on va continuer de développer des emplois dans les hydrocarbures. Ben, c'est ça. Fondamentalement, ça ne fonctionne pas. Là. Puis, il y a autre chose aussi, c'est qu'il se retrouve vraiment coincé entre deux extrêmes. Parce que le Parti conservateur représente beaucoup plus la droite que d'autres partis. Mais ça veut dire que la droite est très large
Donc, il faut qu'il réponde à l'ensemble. Tu sais, lorsqu'il répond en tant que chef, il faut qu'il pense autant à les plus centristes que ceux qui sont plus à droite. Là, il essaie de faire une campagne au centre, mais il se fait beaucoup rattraper par ces députés qui sont plus à droite, c'est normal. Ben oui, puis au point où il est en train de se faire manger des candidatures au niveau des sondages, donc ça ne veut pas dire que ça va se transmettre en élection de députés, mais il se fait manger quand même une grosse partie du pourcentage par le Parti populaire du Canada, et ce n'est pas encourageant. Ce n'est pas encourageant qu'on parle donc, du parti de Maxime Bernier. Plus à droite, ça veut dire aussi qu'il y a une montée en se disant, ce parti conservateur-là, qui est supposé représenter une droite qui est acceptable, excusez, je vais utiliser une droite canadienne, oui, merci beaucoup, c'est beaucoup plus politically correct, bien, se fait manger quand même 5 % des sondages, selon les derniers sondages, par le Parti populaire du Canada, qui a été ridiculisé à la dernière campagne, même qu'on a eu un extrait du débat local de la dernière élection dans Infoman, parce qu'il y a une phrase qui a été dite par par le candidat de ce parti-là, puis qui a été marquée au niveau national. C'est pour vous dire à quel point il faut que les gens qui habituellement s'inscrivaient dans le Parti conservateur, pour qu'ils se sentent beaucoup plus interpellés par ce parti-là, il faut se poser des questions à quel point Erin O'Toole répond vraiment à l'ensemble de sa clientèle, parce qu'on ne se cachera pas, ces électeurs, c'est quand même une clientèle. Oui. Mais en même temps, ça m'encourage de voir aussi que ça donne quand même un chef qui va apporter peut-être le parti beaucoup plus au centre. Un peu comme l'a fait Brian Mulroney à l'époque. Oui, parce que Brian Mulroney, qui a fait un appui dernièrement lors de la campagne pour répondre à l'appui de Jean Chrétien à Justin Trudeau. Les vieilles matantes. Bien, les vieilles matantes. On peut pas dire... Mais pourquoi c'est pas les vieux mononcles à la place? Ouais, parce que ça a une autre connotation. Parce que mes vieux mononcles sont tous morts. Non, mais je veux dire, ça, c'est un autre sujet. À quel point c'est une remarque sexiste. Non, mais t'as raison. Mais pourquoi ça serait pas un vieux mononcle? Hein? Pourquoi on dit toujours que c'est les vieilles belles-mères et les vieilles matantes? Ça va être un autre sujet. Moi, j'ai un problème. C'est un vieux mononcle. Oui. C'est un vieux mononcle qui a voulu s'impliquer, ou un vieux beau-père, qui a voulu s'impliquer dans la discussion. Mais lui, depuis le départ de Stephen Harper, dit que Stephen Harper n'a pas fait une bonne job, même qu'il est allé appuyer Justin Trudeau dans les dernières élections. Puis là, il s'en va appuyer Erin O'Toole. Ben, parce que Harper, il voulait gouverner plus à droite. O'Toole tente d'être centriste. Puis je le crois, moi, quand il dit qu'il est pro-choix, puis qu'il veut les armes à feu. Mais il reste que les gens qui sont contre ces idées-là, ils sont aussi dans son parti. Fait qu'il va falloir qu'il jugule ça, parce que sinon, il va perdre une partie de son électorat vers le Parti populaire, justement. Mais il y a quelque chose au niveau local que ça va avoir un impact. C'est le seul parti qui est contre l'idée qui est pour l'idée de garder les armes à feu et de garder la législation telle qu'elle est. Parce que présentement, il y a une vague au niveau de certains maires à travers le Québec et à travers le Canada pour une interdiction des armes à feu, point, dans leur municipalité. Mm-hmm. Donc, c'est le seul parti qui protège le droit des chasseurs. Ouais, mais je fais ça ultra large. Ouais, je fais ça ultra large, là, OK? C'est beaucoup plus délicat que ça. Avec une Kalachnikov, là. Mais pour les gens qui sont amateurs d'armes à feu, le gouvernement de Justin Trudeau a fait de la législation qui ne fait pas de sens. Ils n'ont pas interdit des calibres, ils ont interdit des armes à feu qui avaient un look dangereux avant de ce qui était vraiment dangereux. Donc, je sais, mon conjoint est un grand amateur. Je peux pas dire un collectionneur, mais il s'y connaît, puis il s'intéresse à ça. Puis, c'est vraiment... c'est le seul parti qui défend le droit d'avoir un arme à feu, mais pas d'abuser ou de le garder ou de l'utiliser partout, mais d'avoir un arme à feu selon les règles, avec une grosse vérification fermée. Donc, tu sais, il y a plein de choses qui rentrent en compte là-dedans. Donc, c'est le seul de tous les partis qu'on vient de parler qui protège ce droit-là. Donc, c'est quand même une question importante à se poser en tant qu'électeur. Et là, rapidement, le Parti vert, parce qu'il nous reste celui-là, Parti vert qui écoute, j'ai l'impression que c'est une campagne qui n'a jamais commencé parce qu'il y a des guerres intestines à l'intérieur même. Oui, mais le Parti vert aussi a perdu un peu de son essence, étant donné que maintenant, tous les partis ont une partie de leur programme qui parle de l'environnement. Donc, ils ne se distinguent plus vraiment au niveau de leurs valeurs. Et
Mais en même temps, le Parti vert aussi a été obligé de développer une vraie plateforme électorale parce qu'il ne pouvait pas juste parler d'environnement. Si tu veux gouverner, il faut que tu sois capable aussi d'agir dans toutes les sphères de la société. Là. Mais il est encore au niveau communicationnel rattaché aux valeurs environnementales. Donc, ils n'ont pas encore fait le changement au niveau des communications. On entend encore, le Parti vert est automatiquement rattaché en notre tête Parti écologiste. Ben oui. Mais est-ce que... Je l'espère. Ah oui, bien, il ne porterait pas ce nom-là, sinon. Ah, on est tout à fait d'accord. Mais ça nuit le fait qu'il n'y ait pas un message direct, est-ce qu'ils sont à gauche, est-ce qu'ils sont à droite, ou quelque chose de plus clair sur les autres sujets qui viennent avec. À quel point l'aspect environnemental touche sur d'autres choses. Est-ce que c'est juste environnemental dans le sens écologie environnementale, développement durable, développement des territoires, des ressources naturelles, ou ils vont jouer dans l'environnemental sur la qualité de la vie communautaire afin que l'environnement des individus améliore la santé mentale? On le sait pas! On le sait pas et c'est là que ça joue. C'est vraiment une question communicationnelle. Je n'ai même pas eu... Étant donné qu'on n'en a pas entendu parler, est-ce qu'on a un intérêt pour aller voir c'est quoi leur réel programme? Tu sais, ils pourraient jouer sur le fait que c'est un parti de l'environnement, mais parler que l'environnement, ce n'est pas que la forêt, ce n'est pas que l'eau. L'environnement, c'est aussi ce qui nous entoure en tant qu'individu. Donc, tu sais, il y a plein de choses que le Parti vert a, étant donné les guerres intestines, ont laissé tomber. Est-ce que c'est une bonne chose? Peut-être. Vaut mieux passer son tour, une élection, puis régler le problème, que de se planter solide. Oui, puis un autre problème aussi, c'est sa capacité à parler en français. Elle a fait des beaux efforts, mais il faut se le dire, là, dans le débat en français, là, une phrase sur deux ne faisait pas de sens au niveau grammatical. Là, ce qui fait qu'à un moment donné, de ses idées, on avait de la misère à comprendre de quoi elle nous parlait. Là. Mais c'est pas sa clientèle. Mais non, je peux comprendre. Présentement, le Parti vert, le plus grand nombre des candidats qu'ils ont, c'est dans les provinces atlantiques. La Colombie-Britannique. On fait élire 2 députés puis une dans les maritimes. Je m'excuse. Merci. Bien, aux dernières élections, là, ça peut changer. Hey, on va fermer ça là. Ça fait déjà un petit 20 minutes qu'on parle de ça. Puis la semaine prochaine, manquez-nous pas, on va analyser tous les résultats électoraux avec M. Jules Simard, le spécialiste des élections. Mais je vais te parler quand même, on va revenir dans la région. Oui. Parce que là, cette campagne-là termine, mais dès aujourd'hui, la campagne au municipal débute. Oui. Donc là, on se lance dans une autre campagne, back-à-back avec le municipal, un niveau de gouvernance que j'adore, que je trouve proche des gens, qui n'est pas simple. Parce que les gouvernements, avec le temps, ont pelleté beaucoup de problèmes aux municipalités, là, sans nécessairement donner les budgets en conséquence. Oui. Comment tu entrevois la future campagne? On sait déjà, à Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier ne se représente pas. Il y a M. André Guy qui se présente. En date d'aujourd'hui, c'est le seul candidat qui se présente. Il y a beaucoup de candidats potentiels, mais c'est à partir d'aujourd'hui, on va voir quelle candidature va être déposée officiellement. Donc, je sais qu'il y en a qui, comme par exemple Rémi Rousseau, qui ont été interpellés, mais qui n'ont pas encore pris leur décision. OK. Donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut le dire. Donc, mais il y a beaucoup de maire sortant dans notre MRC, la MRC Maria-Chapdelaine, le maire de Notre-Dame-de-Lorette qui s'en va, le maire de Normandin. Donc, Saint-Thomas. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, des maires qui sont là depuis longtemps aussi. Donc, ça va vraiment valoir la peine d'écouter, de suivre nos élections grâce à nos nouvelles du Haut-du-Lac, mais aussi avec nos médias. Parce que... peur qu'on manque de candidats, qu'il y ait trop de couronnements? Parce que c'est la démocratie, il faut quand même qu'il y ait des luttes, des échanges d'idées, puis j'ai l'impression qu'on va manquer de candidats. Bien, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est là qu'il faut faire de la sensibilisation. Est-ce qu'il va manquer... Moi, je suis à peu près sûre qu'il va manquer des candidats parce qu'on est tous épuisés de ce qui se passe dernièrement, puis on voit le rôle de nos élus municipaux est quand même beaucoup plus important qu'on le pense. Et contrairement à des grandes villes, tu ne peux pas vivre que d'être un élu. Oui, c'est ça. Donc, il faut que tu maries... Travail, famille, politique. Puis quand on dit politique, c'est que tu n'arrêtes pas à 8 heures, tu n'as pas fini de travailler. Là. Non, tu restes quand même un conseiller. Si y a une urgence en pleine nuit, il faut que tu sois là. Non, en tant que maire. Donc, tu sais, le poste de maire est quand même assez important. Puis les risques de conflit d'intérêt avec ton milieu de travail, il y a plein de choses qui sont... Mais, d'un autre côté, c'est bien important. Moi, j'espère que si on manque de candidats cette année, que l'année prochaine, bien, ça sensibilise beaucoup de nos organisations pour faire des aménagements. Comme par exemple, des aménagements pour qu'il y ait plus de femmes candidates. Bien, ça pourrait-tu être un remboursement des frais de garderie? Ouais. Des frais de gardienne lors des rencontres? Parce que présentement, il n'y en a pas beaucoup qui font ça.
Donc, pour encourager beaucoup plus de femmes, parce qu'on a des mairesses dans la région qui ont fait, tu sais, je pense à la mairesse d'Albanel, là. Oui. C'est une femme inspirante. Je ne sais pas si elle va briguer pour cette année. Je ne suis pas à Albanel, mais je l'ai rencontrée souvent. Puis même la première année que je l'ai rencontrée, quand je suis arrivée, après 2 semaines sur la place, elle était peut-être du dynamisme. Puis moi, je fais partie d'un groupe de femmes pour aider les femmes à aller en politique. Dès que tu es prête, je veux te mentorer. Donc, tu sais, c'est des femmes inspirantes. Donc, faire plus de place dans ce sens-là. Moi, je vous dis, pas cette année des élections. Je me présente pas. Ça, je vous garantis. On va suivre ça. De toute façon, on a encore un gros mois et demi avant les élections. Puis on parle des maires, mais il y a les postes des conseillers aussi. Ben oui, donc, aussi, pensez-y, renseignez-vous sur les conseillers potentiels, puis demandez-vous aussi quels sont les rôles des conseillers. Allez sur les sites de vos municipalités, parce qu'un conseiller, c'est pas juste je m'assois une fois par mois au conseil municipal. Vous avez des responsabilités, puis on a différents comités. Renseignez-vous, c'est quoi les comités qui sont présentement où les conseillers sont présents, puis dites-vous, est-ce que je veux participer à ces comités? Est-ce que je veux avoir un impact? Puis notre impact peut être autant pour voter un candidat qui nous représente vraiment, autant que dire « Et si moi, je me présentais? » C'est quand même une question qu'on peut se poser, là. C'est des gens comme tout le monde. Il faut commencer quelque part. Oui, puis c'est un poste de conseiller, c'est quand même très formateur au niveau politique. Oui, puis ça nous permet d'arrêter de chialer puis d'essayer de proposer des solutions puis de changer les choses. Puis de voir les choses sous un autre angle de vue. Parce que, par exemple, Dolbeau-Mistassini a énormément de difficultés. Tu sais, au cours de la dernière année, avant le déclenchement des élections, on a eu au cours de l'été, à la fin de notre dernière saison, une grosse question à propos du nombre de parcs pour enfants qui sont à la charge de Dolbeau-Mistassini. Savez-vous qu'on a plus que 40 parcs pour enfants juste à Dolbeau-Mistassini? Des parcs pour enfants, là, on ne parle pas juste des parcs pour marcher, là, avec des installations. Sur Internet, il y a des gens qui se plaignaient en se disant « Ils sont mal entretenus, ils devraient mettre plus d'argent parce que la Ville a fait un budget positif. Des surplus. Il y a eu des surplus. » Mais il y a une autre réalité à prendre en compte. Pénurie de main-d'œuvre. Puis on ne peut pas transférer des budgets d'un autre comme ça parce qu'il y a une partie que c'est des subventions. Donc, ça permet de vraiment se poser des questions puis de voir beaucoup plus large que ce qu'on voit dans les médias ou ce qu'on entend parler par nos voisins ou la réalité. Et alors qu'on a une réalité directement sur le terrain. Merci. On va continuer d'en parler jusqu'à l'élection. Merci beaucoup. Nous, on prend une petite pause. 1 minute. On revient. À tantôt. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une 2e dose de vaccin. Jen. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Bonjour, bienvenue à Impro en studio. Impro en studio. À Impro en studio. Impro en studio, c'est une rencontre entre 2 joueurs d'improvisation qui se prêtent à différents jeux devant un écran vert pouvant devenir n'importe quel décor. Suivez les aventures de vos joueurs préférés, guidés par les arbitres Vanessa Girard, Sébastien Roy et Christian Laprise. Votre code QR, c'est votre passeport vaccinal. Si vous avez 13 ans et plus, rendez-vous au québec.ca/passeport vaccinal pour télécharger votre passeport.
Vous pouvez l'imprimer, le prendre en photo avec votre appareil mobile ou l'importer dans l'application VaxiCode. Pour accéder aux lieux publics et aux activités où l'on exige le passeport vaccinal, vous devrez aussi présenter une pièce d'identité. Obtenez votre passeport vaccinal au québec.ca/passeport vaccinal ou téléchargez l'application VaxiCode. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle. Oh, on est de retour. J'espère que vous avez passé une superbe pause. Mais nous, on est toujours dans l'actualité de la semaine. Oui. Annulation des coupes forestières sur la Péribonka. En fait, on reporte, on avait donné en fait des terres de la couronne et compagnie pour qu'ils puissent faire la coupe forestière. Oui. Et là, il y a eu regroupement de citoyens qui ont fait non, nous, on voudrait que ce soit une zone protégée. Qui ont fait un combat de plus d'1 an. Ah oui. Et là, finalement, le gouvernement, on sent qu'il y a eu des discussions, tranche et dire on va créer une partie de ce territoire-là, on va le transformer en aire protégée, parce qu'il faut savoir que le gouvernement avait dit 17 d'aire protégée au Québec, ce qu'il a fait, mais la réalité, c'est que c'est tous des endroits où ils sont loin des villes, là, pour garder justement le potentiel forestier pour les entreprises. Et là, on va le faire, puis on va garder une partie, donc on tranche un peu entre les deux. J'espère que tout le monde va être content plutôt que tout le monde soit déçu. Tu sais, je sais pas. On voit qu'on a fait un effort. Là. On voit qu'il y a une amertume face aux acteurs économiques. Parce que c'était quand même des belles terres où il y avait du bois de qualité. Je comprends. Cependant, il y a des propriétaires terriens sur cette place qui ont payé et qui ne veulent pas vivre sur une coupe à blanc, même si ça n'existe plus. Je vous rassure, ça n'existe plus, les coupes à blanc. Il y a d'autres méthodes, mais il y a l'exploitation forestière. Je suis un peu mitigée face à ça. Parce que oui, il y a les propriétaires terriens qui protègent leur terre et qui protègent aussi l'ambiance, la visibilité, l'aspect touristique de la forêt. Mais on m'a apporté au cours de l'été quelque chose de bien intéressant, c'est la tordeuse de l'épinette. Oui, mais ça, c'est un argument que les forestiers aiment beaucoup utiliser. Oui, mais c'est quand même un argument qu'il faut prendre en compte. Parce que présentement, il y a des arbres infectés dans ce secteur-là. Et si on fait une coupe, là, dans quelques années, ça va repousser, ça va bien aller. Mais c'est pas un problème qui va être réglé indéfiniment, là. Ça, il faut se le dire. Mais si on fait un aménagement d'aire protégée, sur une aire protégée, on peut faire de la coupe sélective, enlever les arbres malades, on peut faire... Il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis pour la création d'emplois, j'écoutais quelque chose, puis il disait l'industrie touristique a beaucoup appuyé, en fait, le comité de citoyens, parce que pour eux, c'est créateur d'emplois d'avoir une zone comme aire protégée, sur le bord de la Péribonka. Donc, ça va puis aussi... c'est aussi que la Péribonka, au cours des dernières années aussi, on a vu des scandales dus à son trop grand débit, à l'érosion des sols. Enlever les arbres, c'est empirer la situation. Absolument. Donc, il y a plusieurs objectifs. Mais ça porte aussi une question sur nos exploitants forestiers. C'était des belles terres quand même pour des exploitants forestiers. Donc, à quel point on tient au développement économique aussi. On est en pénurie de main-d'œuvre. Bien, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Je me dis, on est en pénurie de main-d'œuvre. Il y a beaucoup de territoires qui sont encore exploitables et intéressants et pas inhabités, mais qui ont un moins grand impact pour les habitations. Donc, pourquoi ne pas utiliser ces territoires-là? Je suis d'accord avec toi. Donc, puis, avoir une coupe sélective, je suis sûre que s'il y a une entreprise forestière qui dit, nous, on va vous le faire, mais on va le faire de manière responsable, je suis sûre que là, on va pouvoir trouver un terrain d'entente. Tu sais, quelqu'un qui va, comme tu l'as décrit, les arbres malades, assurer une vitalité, parce que la coupe forestière, ce n'est pas que mauvais, ça aide à la régénération de la forêt. Donc, il y a des entreprises qui pourraient faire ça au lieu de dire on va faire une grosse batch puis on va rentabiliser ça au niveau de la quantité. Est-ce qu'on peut rentabiliser ça sur la durée? C'est comme ça qu'il faut le voir. Génial, merci beaucoup. Hey, on va avoir on sait ce qui va arriver du terrain du Festival Western. On va créer un parc multisport. Bonne idée, mauvaise idée? Bonne idée, mais je suis déçue. Pourquoi? Ça fait des années que les propriétaires de chiens demandent un parc à chiens à Dolbeau-Mistassini. Ouais. Il n'y en a pas!
Oui, mais ça aurait fait un très grand parc caché. Non, mais je veux dire, non, c'est que dans leur plan, très intégrant, deux places de deck hockey, très... terrain de soccer. Terrain de soccer, terrain de baseball, très accessible, multiculturel, ben pas multiculturel, multigénérationnel, excusez-moi, lapsus, multigénérationnel, très accessible, avec une belle place au bord de l'eau, une belle vue aussi, parce qu'on est sur le bord de la Mistassini, c'est vraiment un bel endroit. Mais il y a un espace réservé sur le plan. Puis je fais comme, pourquoi on n'a pas le parc à chiens qu'on demande depuis longtemps? C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à avoir un parc à chiens. C'est une clôture, une réglementation. Donc moi, je suis comme déçue parce que c'est une demande des citoyens qui date depuis très longtemps. Je ne sais pas depuis quand on demande des terrains de hockey. Je sais pas, mais je sais que depuis que je suis arrivée, ça faisait déjà longtemps qu'il y avait des propriétaires de chiens qui le demandaient. Mais c'est un super de beau projet. C'est un projet qui respecte les normes environnementales, qui va respecter aussi l'aménagement. C'est pas des tours à condos qui va diminuer l'accès à l'eau. Ça donne quelque chose de très intéressant, qui va donner de la vitalité, qui va donner un espace aussi pour des futurs festivals. Parce qu'avec l'espace réservé, c'est une super de belle vue pour des festivals, par exemple. Est-ce que le Festival du Bleuet pourrait se transférer là? Tu sais, il y a plein de choses qui... Ça donne quelque chose qui va être viable à l'année parce que moi, j'ai une et avec un beau potentiel. Là, moi, dans le temps où j'habitais à Québec, on jouait sur un terrain de balle qui était extraordinaire. Puis à un moment donné, ils nous ont enlevé notre terrain de balle pour faire un parc à chiens. Puis j'étais en maudit, parce que moi, j'en ai pas de chien. Je trouvais qu'un terrain de balle, c'était bien plus pratique en société, tu sais. Mais j'ai pas de chien, fait que je parle un peu à travers mon chapeau. Mais je trouve que, tu sais, je veux dire... Non, mais c'est parce que ce que je te dis, c'est pas enlever le terrain de balle. C'est que là, il y a tout un espace réservé, puis il n'y a pas eu une conception en se disant « intégrons un parc à chiens ». Oui, peut-être qu'ils vont le faire. Ben, je le souhaite. Je souhaite fortement. Je vais en parler à mon conseiller qui va être élu. Absolument. Hein? Je pense que c'est ça. Je vais en parler à mon conseiller qui va être élu. Mais, tu sais, dans le plan qu'ils ont fait présentement, c'est super. C'est multifonctionnel avec un espace de course qui va se transformer en anneau de glace en ville. C'est le fun. C'est pas absolument sur le lac, donc ça veut dire plus longtemps. Ça va durer plus longtemps. On va être là plus avant. Puis c'est un bel emplacement aussi. Donc, avec beaucoup de places de stationnement, ça, je suis bien heureuse aussi. Comme ça, les quartiers ne seront pas envahis par les voitures qui vont vouloir aller au parc. Donc, oui, c'est un super de beau projet. Moi, c'est ça. Mon seul hic, en tant que propriétaire de chien aussi, un parc à chiens, c'est la seule chose qui manquerait sur le plan pour faire comme « Oh, wow, c'est génial ». J'espère que ça va être desservi aussi par une espèce de transport, là, justement pour qu'on évite. Parce que moi, ce que je trouvais dommage de l'emplacement, c'est qu'on est encore obligé de prendre son char pour y aller. Mais il y a quelque chose, c'est qu'il y a le service Maria Express qu'on connaît trop, trop peu, et qui fait un trajet, parce que qui a un trajet qui est connu, puis c'est, une fois que tu es inscrit, c'est 3 $ par trajet. Ouais. Peu importe t'es où, à Dulbo-Mistassini, sinon c'est tellement moins cher qu'on le pense. Le renseignez-vous sur le Maria Express, il y a vraiment beaucoup d'éléments intéressants. Oui, je l'ai découvert. On est tellement trop habitués d'être dans nos autos, on manque un peu de volonté. Le Maria Express, contrairement à ce qu'on pense, on pense que c'est les autobus qu'on voit pas souvent. Mais il y a plus que ça. Maintenant, ils sont rendus avec des chauffeurs qui font comme un service de taxi. Tu réserves la veille, puis tu vas en ligne directe. Ah non, c'est Donc, super. Au lieu d'avoir un taxi qui va te coûter 15, 17 $, ça va te coûter 3 $ pour partir de chez vous, de ton arrêt proche de chez toi, parce que c'est pas de chez toi, mais d'un arrêt proche de chez toi, pour te rendre à l'arrêt le plus proche. C'est intéressant, surtout pour les gens qui ont des voyages réguliers ou encore pour un voyage spécial, pour donner aussi un effet aux enfants. Tu sais, des fois, quand je vais à Montréal ou je vais à Québec, bien, avec ma fille, c'est comme le phénomène d'aller dans l'autobus. C'est le fun. C'est pas une attraction qui coûte bien cher. OK, je t'amène sur quelque chose de moins joyeux. Système de santé. Non, mais là, on voit, là, écoute, on sent là, le système qui shake comme ça. Là. Pénurie de main-d'œuvre, vague de démission, vaccination obligatoire, fermeture de services, retard dans les chirurgies. Partout au Québec. C'est le bordel. C'est le bordel, c'est de l'épuisement, puis tapons-nous sur les doigts, chers citoyens. Non, puis j'ai aussi entendu ce matin, j'écoutais des reportages, puis quelque chose qui ressortait beaucoup, c'était le manque de leadership à l'intérieur des hôpitaux parce que c'est centralisé à Chicoutimi. Puis dans les petits hôpitaux là, qui sont un peu partout en région où il n'y a pas
il n'y a pas de figure d'autorité dans les hôpitaux. Fait qu'on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent délaissés puis qui ne savent pas comment. Tu sais, moi, j'ai un problème. Attends, on va attendre la réponse de Chicoutimi. Mais non, c'est ça. Attends, on va attendre la réponse de Chicoutimi. On va attendre la réponse de Saguenay. On l'avait vu venir en plus quand avec la réforme Barrette que ça allait arriver, ce genre de problème-là. Ça, on le sait, puis ils ont voulu économiser. Mais je ne cacherai pas que moi-même, à l'époque, je me disais, ben oui, on va sauver des gens qui sont payés puis qui ne sont pas directement dans les services, mais finalement, il était utile. Il était utile. Mais je ne sais pas quelle serait la solution, parce que là, tu as parlé juste de la pointe de l'iceberg. Les préposés aux bénéficiaires qui ont été formés dans la formation rapide donnent toutes leurs démissions présentement, une après l'autre. Parce qu'ils ont des meilleures conditions, des meilleurs respects des horaires dans le privé, dans les maisons pour aînés. Il y a plusieurs éléments. Ou encore... M. Legault a lancé quelque chose de gros en disant « S'il faut donner les mêmes conditions de travail qu'au privé, on va le faire. » J'ai hâte de voir. Bien, c'est parce que tu peux juste pas. Ben c'est ça que j'ai l'impression. Tu peux juste pas parce que tu as une responsabilité 24 heures sur 24. Tu as une responsabilité sociale d'être gratuit pour tout le monde. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, surtout si on veut garder le système tel qu'on se l'imagine. Donc, 100% public, 100% gratuit. Moi, je pense que c'est important de garder ça. Bien, oui. Il faut repenser sur la manière dont on le voit, mais moi, quand je dis qu'il faut se taper sur les doigts, chers citoyens, regardons les manifestations en avant des hôpitaux qu'on a vues à travers le Québec dernièrement par les anti-vax. Non, mais tu sais, tu as le droit d'être anti-vaccin, mais tu peux aussi rester chez vous puis en parler sur les réseaux sociaux. À la place d'aller écœurer le monde qui font juste travailler, tu sais, puis... J'ai vu un influenceur, puis j'ai aimé beaucoup sa réflexion. C'est un médecin. Et le médecin, il disait en septembre 2020, en avant des hôpitaux, « Bravo, vous êtes capable. » Il y avait des acclamations. « Merci beaucoup. Vous tenez les choses à bout de bras. » Puis on se sentait encouragé. Septembre 2021. « Bouh, on veut rien savoir. » Puis lui, il dit, « Il y a un an, vous nous félicitiez parce qu'on prenait tout sur nos épaules. Là, on est épuisé, puis il y a un outil que vous pourriez mettre un petit peu sur vos épaules pour nous alléger, et c'est la guerre. » Le changement de paradigme complet. Il y a un an, on n'avait pas les vaccins. Bravo, le système de santé. Là, maintenant, le système de santé vous demande, ça fait un an qu'on est épuisé. Pouvez-vous nous aider? Pouvez-vous nous aider? Pouvez-vous faire ce petit geste pour que nous, on puisse reprendre le dessus et continuer le combat? Et c'est la guerre. On a passé de le système de santé est extraordinaire à le système de santé est corrompu. Dans la même situation. On ne parle pas d'une autre maladie, on parle d'une même situation, alors qu'il y a c'est comme si l'outil fait comme, finalement, on attendait le vaccin en septembre 2020. Là. On l'attendait, puis au moment où il arrive, fait comme, ben moi, je le veux pas. Mais tu n'as pas l'impression que les médias grossissent l'affaire. Parce que quand on regarde le taux de vaccination, tu fais... C'est peu de personnes là, qui veulent pas. Mais là, en ce moment, on leur donne toute l'attention comme s'ils étaient majoritaires. Non, ils ne sont pas majoritaires, mais je veux dire, la visibilité, oui, mais la visibilité, s'ils ne l'ont pas dans les médias classiques, ils vont l'avoir sur les médias sociaux. Puis on se retrouve dans un processus de radicalisation des deux côtés. Donc, c'est important de donner quand même une équité au niveau des médias, puis ça donne quand même une opportunité de réponse aussi. Mais on ne se cachera pas, les médias, ils font de l'argent par le nombre de personnes qui les écoutent. Puis pour avoir un nombre de personnes qui les écoutent, il faut toucher l'émotion. Et toucher l'émotion, c'est aller dans les scandales. Donc, qu'est-ce qui fait un scandale? C'est pas d'avoir un médecin qui dit « Hey, c'est important de vous faire vacciner. » C'est « On est contre le vaccin! » Donc, c'est comme ça qu'on consomme les médias aussi. Cependant, moi, que tu sois anti-vaccin, c'est correct. Mais ne viens pas faire passer ta liberté par-dessus ma liberté. En fait, c'est plus un combat entre la liberté individuelle et la sécurité collective. Là, bien, c'est ça, c'est une liberté que j'ai, moi, en tant que membre de la communauté. C'est que tu as choisi là, de vouloir avoir le vaccin. J'ai parfait, c'est correct. Je prends ma responsabilité et je pense pour moi que c'est une valeur citoyenne parce que je sais que ça a un impact pas juste sur moi, sur ma santé, mais sur l'ensemble de la communauté en désengorgeant le système de santé, en permettant à d'autres personnes qui ne peuvent pas y avoir accès, qui ne peuvent pas y avoir accès, de pouvoir participer, d'aller à l'épicerie, de pouvoir... Tu sais, le vaccin, là, puis le passeport vaccinal, là. Le passeport vaccinal, je suis un peu mitigée. Je pense que c'est important. Puis en même temps,
Moi, je comprends l'idée, mais je trouve que ça met encore tout le fardeau sur les entreprises qui sont déjà en pénurie de main-d'œuvre. Moi, dans l'application, je trouve ça un peu farfelu. L'idée, je la comprends à la base de pourquoi on instaure ça. Ben, tu sais, c'est comme... les gens qui sont contre le passeport vaccinal trouvent que c'est comme une manière inversée. Puis je te le dis, je l'ai entendu, puis j'ai été complètement découragée et écœurée quand j'ai entendu ça, mais c'est comme l'étoile juive inversée. J'ai fait comme... As-tu conscience de ce que tu viens de dire là? Non, mais c'est comme quand les gens traitent François Legault de dictateur. J'ai entendu le mot totalitaire cette semaine. Je veux dire, la personne, elle connaît clairement pas c'est quoi un régime totalitaire pour utiliser ce mot-là sur le Québec. Non, mais c'est parce que un régime totalitaire, on l'entendrait pas, ce mot-là. Oui, non, exactement. Il n'y aurait pas de manifestation, il n'y aurait pas... On est dans une dictature! OK, as-tu conscience que parce que tu dis que c'est une dictature, c'est que ça n'en est pas parce que tu as le droit de le dire? Non. Tu sais, ça devient un peu farfelu, là. Je trouve qu'on va dans les extrêmes puis qu'on a oublié quelque chose d'important, puis c'est de dialoguer puis d'essayer de se comprendre. Parce que, je sais pas, moi, je connais quelqu'un qui est passeport. Lui, c'est pas le vaccin, c'est le passeport vaccinal. Puis là, je suis capable de comprendre. Il y a des arguments, il y a des affaires. Sauf cette personne-là, quand elle va au Costco, elle se pose pas une question, elle prend sa carte, elle monte sa carte, puis elle ferme sa gueule. Non, mais là, elle se pose jamais la question, là, elle se sent pas pris en otage par le système capitaliste parce qu'il faut qu'elle jette une carte, là, tu sais. Mais c'est un peu pour ça que, tu sais, le passeport a quand même fait un gros débat. Tu sais, le principe a son bon comme son mauvais côté. Mais c'est quand même quelque chose qui... Là, on a un peu dévié, mais c'est parce que ça a un gros impact sur notre système de santé. Ben oui, absolument, on le voit là. On le voit parce que... Tu sais, mais juste à Robertval. Un hôpital qui est... à Sainte-Terre... il y a Sainte-Terre. Il y a 3 hôpitaux à travers les régions du Québec. Excusez-moi. Merci. Il y a 3 hôpitaux à travers le Québec qui soit ont fermé les urgences, soit ils ont fermé des services. Puis ça inclut, par exemple, Dolbeau-Mistassini qui a fermé son service d'obstétrique au cours de la dernière année. Il y a 11 infirmières au moment où on enregistre qui ont donné leur démission. Et là, on parle des infirmières, on ne parle pas des préposés aux bénéficiaires qui ont été formés. Donc, on parle vraiment d'une démission et d'un départ en masse de nos professionnels. Quand il y en a une qui part, bien, la pression, elle va se poser sur ceux qui restent. Hein? Oui. Puis c'est des personnes qui ont... c'est des personnes qui ont de l'expérience, c'est des personnes... Parce que devenir infirmière, c'est pas juste pour l'argent. Oh, loin de là. C'est vraiment parce que c'est des gens qui aiment les gens, qui veulent aider les gens, puis c'est pas des gens qui sont toujours gentils. Mais tu aurais écouté à Radio-Canada, ils ont recueilli des commentaires des infirmières, tu sais, des témoignages des infirmières qui ont quitté, puis tout le monde dit la même chose. On l'aime, notre métier, on l'aime, mais on n'est pas capable de le faire comme il faut, puis on devient, épuisé. Parce qu'il faut être humanitaire. Il faut avoir la personnalité humanitaire pour faire ce travail-là, mais quand on abuse du côté humanitaire, bien, on ne va pas rendre malades des gens qui s'occupent des malades. C'est bien important. Non, puis quand tu es là, de manière, tu vas dire, bien là, moi, je peux pas tout faire tout seul, puis je vais protéger aussi ma santé mentale, plutôt que de rester ici puis de casser. Là. Puis on se retrouve aussi avec une formation qui est donnée maintenant dans certains hôpitaux à travers le Québec, et c'est assez spécial. Ils sont rendus avec une formation à la sensibilisation et au comportement face aux antivax. Non, bien, c'est correct. Bien, dans le fond, c'est parce que dans le domaine de la santé, il y a déjà des gens qui, dans le domaine de la santé, ne veulent pas être vaccinés. Correct. Non, Tu t'en vas, on respecte tes droits. Nous, il faut que tu respectes le droit de l'organisation de vouloir ça. Donc, tu peux quitter. Va-t'en dans le privé, va-t'en à une autre place. Tu pratiques ton domaine dans un autre milieu. Mais tu peux protéger. L'organisation a le droit de faire cette demande-là. Ils font beaucoup d'accommodements. Par exemple, tu ne veux pas le faire? Parfait. Tu vas te faire tester aux 2 jours. Tu vas te garder ta job, mais tu vas te faire tester. Non, mais c'est correct. Moi, c'est ça, je trouve. Moi, c'est qu'il y a d'autres manières que le passeport pour ces gens-là, les tests rapides. Je veux dire, tu sais, c'est le droit d'une personne de ne pas vouloir le vaccin. C'est ça, c'est correct. Mais là, faire des scandales. Mais là, c'est rendu au point où il y a des gens qui n'ont plus de patience envers les antivax dans les urgences. Alors qu'au niveau des valeurs du système public, c'est on aide tout le monde. Donc, quand c'est rendu de l'écœurantite aiguë dans le domaine de la santé, et que tu es obligé d'avoir des formations auprès des médecins, auprès des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, de tous les membres de l'équipe pour dire comment agir face à un antivax alors que tu as l'impression politique, et je dis l'impression parce que je ne suis pas une scientifique, je ne peux pas dire que c'est à cause de, mais qu'il
les professionnels de la santé sentent qu'il y a c'est à cause d'eux que la situation empire dans nos urgences puis dans notre système de santé. Très belle utilisation du mot « à cause ». Hey, je vais t'arrêter parce que je veux qu'on parle aussi de pénurie de logement. Parce que on en parle, mettons, de la pénurie de main-d'œuvre. On a vu le prix des maisons depuis 2015 au Canada a augmenté le prix moyen de 300 000 $. Je veux dire, comment un jeune, là, vos enfants vont pouvoir s'acheter des maisons? Ça va être compliqué, mais tu as mis le doigt sur autre chose. Puis je trouvais ça intéressant qu'on puisse en parler. C'est qu'au-delà de la pénurie, de la difficulté puis de l'inflation au niveau de l'achat des maisons, pénurie de logement en plus. Bien, tu sais, dans le cadre de mon travail à l'extérieur de l'émission, j'aide des personnes à venir s'établir en région. J'ai des objectifs à atteindre parce qu'il y a quand même des objectifs politiques, puis c'est des jeunes professionnels. Donc, des jeunes professionnels qui sont diplômés, ils ont des bons, ils ont des beaux parcours. Donc, des personnes tout à fait recommandables, OK? Pas tout le temps, mais je ne peux pas prendre garantie, mais vous comprenez que c'est des personnes qui vont bien s'entendre la majorité du temps avec leur propriétaire. En date du mardi 15 septembre 2021, nous avions, dans la MRC Maria-Chapdelaine, 143 maisons à vendre. 0 logement à louer. Puis les gens qui veulent venir s'installer ici, souvent, ils vont commencer par se louer un logement. Donc, en fait, ça arrête toutes les initiatives qu'on a pour attirer de la main-d'œuvre parce que les gens ne peuvent pas se loger. C'est ça, je comprends? Puis, on a la chance quand même d'avoir la MRC Domaine-du-Roi puis la MRC Lac-Saint-Jean-Est à proximité où les gens peuvent trouver des logements. Domaine-du-Roi, c'est un peu plus compliqué. Lac-Saint-Jean-Est, il y en a. Saguenay, il n'y a pas eu de problème. Le Fjord, il y a des possibilités, mais on se retrouve dans la même situation. Donc, on parle vraiment du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, dans le cadre de mon travail, étant donné la pénurie de logements ou d'accessibilité de logements de qualité, je vais souligner, de logements de qualité, bien, je me retrouve à envoyer des gens habiter à Saint-Félicien parce que je ne suis pas capable de les faire habiter à Dolbeau. OK. Et ça, c'est quand il y a des gens qui veulent vraiment, vraiment. Parce que je suis sûre qu'il y a des logements à louer, mais qui ne sont pas affichés, qui ne sont pas accessibles. Mais on se retrouve quand même dans une situation où on dit « Hey, rareté de main-d'œuvre! » Dans une situation particulière, je suis impliquée bénévolement dans une organisation, ils m'ont dit « Hey, trouve-moi des professionnels! » Et à moi de leur répondre « Trouvez-moi des logements! » Oui, c'est ça. Trouvez-moi des logements, parce que dans certaines mentalités, c'est culturel aussi dans la région. Culturellement, dans la région, lorsque les jeunes ont étudié au cégep de Saint-Félicien, au collège d'Alma, ils habitent chez leurs parents le temps de leur carrière, ils économisent et ils s'achètent une maison directe. Mais lorsque tu as un nouvel arrivant, acheter une maison quand tu ne sais pas à quoi ça ressemble le style de vie, quand tu n'as pas vécu les 4 saisons, quand tu ne sais pas quel quartier qui te tente, quelle dynamique tu souhaites aller chercher, dans quelle communauté, est-ce que tu vas vraiment miser un coup de dé dans des maisons dont le prix augmente dû à la COVID, dû à la bulle financière, d'investir dans une maison que tu n'es pas sûr d'aimer le territoire, puis étant donné qu'il y en a 143 à vendre, là, c'est quand même beaucoup, 143 à vendre. Ça veut dire qu'il y en a que ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché. Là. Ça ne veut pas dire que ça va être facile à revendre si tu t'en vas, là. Oui, non, ça complexifie beaucoup. Mais c'est quoi la solution? Bien, il y a des solutions audacieuses. Elles sont très audacieuses, on ne se le cachera pas. C'est dur de trouver des professionnels qui vont être à l'aise d'en parler puis de présenter, mais il y a, par exemple, la location avec option d'achat dans le domaine immobilier. On le voit dans le domaine automobile. Tu loues une maison... Encore une minute. Tu loues une auto 24 mois avec la possibilité de l'acheter à la fin de ton contrat. Pourquoi on ne ferait pas ça avec les maisons? Ça se fait. Ça se fait. C'est les courtiers. Tant qu'à pas vendre ta maison. Tant qu'à pas vendre ta maison, avoir quelqu'un qui, lorsqu'elle te fait une offre d'achat, elle te présente un bail avec. Parce qu'elle n'a pas les moyens de faire la mise de fonds. La maison l'intéresse, puis dans le contrat, il est écrit, à la fin du contrat, tout le montant que j'ai fait, une partie, c'est la mise de fonds, puis l'autre partie, c'est le loyer, ça te paye les taxes. Il y a des désavantages pour les propriétaires, mais c'est sur 143 personnes. Mais c'est une idée intéressante, sauf que si toi, il faut que tu vendes ta maison pour t'en acheter un autre, bien, c'est compliqué, là, parce que toi, tu as besoin de la mise de fonds de ta maison. Sur 143, il y en avait 25 que c'est vente sous condition. Ça veut dire qu'il y en a qui sont vides présentement. OK. Donc, ça veut dire, vente sous condition, ça veut dire quand je vais me trouver une autre maison ou quand je vais être prête à partir ou je vais avoir un logement ou autre. Donc, vente sous condition, c'est je suis prête à vendre, mais il faut que j'attende ma porte de sortie. 30 secondes. Si seulement 30 ou 40 maisons acceptaient les locations avec option d'achat,
on réglerait la grave pénurie de logements qu'on a présentement. Et aussi, en partie, la pénurie de main-d'œuvre. Ça va découler automatique parce que c'est le plus gros frein que les organisations en attraction de talent ont présentement pour la MRC Maria-Chapdelaine. Merci beaucoup. Je t'arrête pas parce que c'est fini, c'est parce que je voulais absolument qu'on termine sur des bonnes nouvelles. Oui. Je veux parler de 2 choses qui sont arrivées dans les dernières semaines qui me font plaisir, puis je pense que c'est intéressant. Premièrement, l'hommage à Michel Goulet qu'on a fait à Péribonka, nommant la caserne, la nouvelle caserne de pompiers, caserne 16, etc. Je trouve ça touchant parce que Michel est toujours revenu dans la région. Il est venu ici donner des entrevues très, très accessibles. Et tout qu'un joueur de hockey qu'il a été, je trouve que c'est un hommage bien mérité. Et aussi, enfin, la grande première du film Maria-Chapdelaine qui a eu lieu ici, tapis rouge à la salle de spectacle Maria-Chapdelaine. Il fallait être dans la MRC Maria-Chapdelaine, il fallait bien que ce soit ça. Et j'ai pas vu le film encore, mais tous les gens que je connais qui l'ont vu m'ont dit... Le plus beau commentaire que j'ai vu, c'est qu'il n'y aura plus jamais personne qui va pouvoir refaire Maria-Chapdelaine en film. Donc, j'ai hâte de le voir. Moi, j'adore le talent de Sébastien Pilote. Donc, bravo, je veux féliciter. Je voulais qu'on en parle. Ça fait plus d'1 an qu'on attend qu'il sorte, ce film-là. Il me semble qu'on a besoin un peu de ça, de bonheur, de positif, de fierté. Puis je trouve que ça passe par nos artisans locaux, dans le sport, dans les arts. Maintenant, dans un mois, dans la politique, je trouve que c'est important de souligner ça. Oui, j'ai tellement hâte de le voir et je sais que ça va être un incontournable pour mes nouveaux arrivants parce que j'utilise l'histoire de Maria-Chapdelaine pour parler de toutes les opportunités qu'on a, étant donné les 3 prétendants de Maria-Chapdelaine qui représentent 3 opportunités de notre territoire. C'est toujours comment utiliser la littérature à bon escient. Merci, Joanie, pour ce grand retour en ondes. Qu'on a fait, on avait encore plein de sujets, mais là, à un moment donné, la vie fait ce qu'elle est et le temps passe si vite en compagnie de Joanie Riendo. Merci à vous d'être de retour à nous écouter. On sera là toute la saison pour vous parler, démystifier, discuter, donner nos points de vue sur l'actualité ambiante. Si vous avez des commentaires, des questions, gênez-vous pas pour nous écrire. Sinon, je vous souhaite une bonne semaine, puis on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine! Bonne semaine!